Wesh la team Twitch, comment ça va les gars? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live détente, on va faire une petite réact sur la vidéo de Goji. Donc voilà, hein. On va essayer d'analyser, on va parler de Louis Arnaud et ce qu'il nous a dit tout simplement dans le dernier chapitre de One Piece, hein, qu'il fallait pas rester longtemps sur Elbaf, sinon on encourait quelque chose. Et du coup on va essayer de décrypter tout ça, on va voir un petit peu ce qu'en pense Goji et voilà, on va tout simplement discuter ensemble de toutes les théories qui tournent autour de tout ça. Donc let's go les gars, et avant comme d'habitude, petite ouverture du calendrier de Netflix. Je crois qu'il y a 2 jours où on a oublié, donc voilà, on va faire les deux en même temps, comme ça au moins on aura fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et ce soir, je sais pas encore si ça va se faire ou pas, mais il y aura un live horreur, parce que voilà, normalement samedi c'est live horreur, mais voilà, vu qu'il y avait besoin d'informations par rapport à One Piece, on va essayer de traiter ça. Et on reviendra très prochainement pour l'analyse tout simplement du manga d'Inox. On va voir s'il mérite son titre, s'il mérite d'être le manga le plus vendu en France. On verra, il n'y a pas encore de réponse à tout ça, mais on va essayer de voir un petit peu si il y a des infos pertinentes ou s'il y a une intrigue pertinente, une narration pertinente. On va voir, en tout cas on gérera ça ensemble et je vous ferai un petit débrief de tout ça. Donc d'abord, petite ouverture du calendrier Netflix. On va faire dès le début, comme ça ce sera fait. Donc aujourd'hui on est le 14 si je me trompe pas. Et aujourd'hui, du coup, on en a 2 à ouvrir. Celui d'hier, on l'a pas ouvert en live, donc on va le faire maintenant ensemble. Donc, let's go pour ouvrir le numéro 13. Donc voilà, le numéro 13, c'est Squid Game. Et évidemment, à l'intérieur, on a une figurine emblématique de Squid Game. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que c'est justement celle qui dit 1, 2, 3 soleil. Et si tu bouges, t'es mort. Donc voilà, petite figurine qui est assez sympa. On la laisse dans le décor pour l'admirer, hein, vous connaissez. Par contre, le 15, les gars, donc demain, ce sera One Piece. Donc préparez-vous. En plus, il est assez balèze. C'est la plus grosse case, donc j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dedans. Il est là. En vrai, c'est Bridgerton et il est énorme. C'est pour ça que je le voyais pas. Donc let's go. Hein, on est parti pour l'ouvrir. Bridgerton ici, donc je vous le montre parce que vous le voyez pas. Donc voilà, il est en bas. Encore une petite boîte type packaging un peu luxueux qui va en adéquation avec la série sûrement. Donc voilà les gars, hein, petit packaging assez sympathique. Et à l'intérieur, on a l'impression d'avoir quelque chose d'autre. La première fois qu'on a eu un truc de Bridgerton, c'était une petite cuillère, donc en rapport avec le thé, la culture londonienne autour de tout ça. Et là, on va voir un petit peu si c'est quelque chose qui est similaire, mais je pense que oui. Ah, un petit marque-page. En plus, il est joli celui-là. Non, franchement, j'aime bien. Petit marque-page bien fin, bien quali. Donc voilà, je vous le montre. Donc voilà, pour les fans, je pense que ça, vous devriez être contents. Donc voilà, je le mettrai peut-être pas dans mon livre One Piece, mais petit cadeau sympathique en tout cas. Donc voilà, je vais peut-être laisser ça là-dedans. Je laisse tout ça dans le décor et on verra ça plus tard. Donc voilà pour le calendrier Netflix. Demain One Piece, hâte de découvrir avec vous. Et puis voilà. Hein. Et let's go. Donc je vous mets la cam. C'est parti. Je vous mets le début et je passerai parce que le début il y a les pubs, il y a les trucs et tout. Donc... Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle review de ce chapitre 1133 mais qui comportera aussi une partie de la review du chapitre 1132 que je n'ai pas publié sur la chaîne la semaine dernière, désolé pour ça d'ailleurs. Nous allons profiter de ces magnifiques retrouvailles entre Zoro et Robin qui pourraient faire tirer une larme à n'importe qui d'entre nous. Dites-moi en commentaire si vous les avez aimés parce que moi j'étais à 2 doigts de chialer, hein, soyons honnêtes. Nous allons analyser et théoriser sur la technologie climatique absolument exceptionnel d'Elbaf et surtout le véritable sens derrière les mots de Louis Arnaud mettant en garde les visiteurs de ne pas séjourner trop longtemps sur la terre des géants. Installez-vous bien, lâchez votre meilleur like pour soutenir la chaîne et abonnez-vous car la semaine prochaine sortira enfin la grosse vidéo théorie sur la prochaine ellipse de One Piece durant l'arc d'Elbaf. Je compte sur votre présence, je vous remercie et nous nous retrouvons juste après un court placement de produit pour le début de cette review. On commence par un petit retour dans le passé de l'histoire de Robin qui sera très clairement à l'honneur de cette fin de chapitre. Et oui, ça fait aussi un moment que je n'ai pas parlé de la mini-aventure de Yamato, mais les gars, je vais être 100% honnête, pour le moment ça m'intéresse, mais alors tellement pas du tout. Je sais qu'elle deviendra plus palpitante par la suite, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est évident, mais là ça vaut vraiment pas le coup d'y accorder une rubrique entière de la vidéo, j'ai trop la flemme, voilà, honnêtement. Voilà. Bon, et pour Robin, il est dur parce que moi je trouve au contraire qu'il y a des informations à en tirer, même si elles sont infimes, et effectivement, c'est vrai que c'est une des mini-aventures qui peine à démarrer, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la moyenne à peu près des mini-aventures, c'est une 30aine de pages de chapitres. Et là, on est déjà à quasiment la 20e. Et du coup, ça fait énormément de pages. Et au final, on comprend pas l'intrigue. Même si là, depuis la dernière, on commence à rentrer réellement dans l'intrigue. Donc, on verra. Mais voilà, vous comprenez que je pense que ça va avoir un impact même sur ce qui pourrait se passer à Elbaf, les gars. Honnêtement. Couvrons une partie de son passé qui ne nous avait pas encore été révélée. En tout cas, c'est un mix entre des choses qu'on ne savait pas et des choses qu'on savait déjà.
déjà. Par exemple, on savait que Robin était censé avoir fait couler des navires de la marine, or il s'agit d'un mensonge des services du gouvernement qui ont fait passer leur acte horrible sur O'Hara pour ceux de Robin. Plus ça va, moins ils ont de race, eux. Mais bon, ok, on va pas jouer les surpris, on le sait. C'est des bonnes grosses merdes, voilà. On la voit également survivre autant qu'elle le peut à seulement 8 ans, alors que le monde entier lui tournait littéralement le dos. Une situation désespérée qui allait jusqu'à la pousser à sauter d'une falaise toujours à 8 ans. Sa détresse devait être d'une immensité impossible à imaginer pour vouloir passer à l'acte aussi jeune, mais encore une fois, le monde entier était contre elle, elle était seule, elle avait perdu tous ceux qu'elle aimait. L'une des scènes qui m'a le plus happé est celle où elle rajoute l'emplacement d'Ohara sur la carte d'un livre, emplacement qui semblait avoir disparu, comme si en moins d'une année, le gouvernement avait réussi à littéralement effacer de l'histoire cette île pourtant paisible de West Blue. Le pouvoir qu'il faut pour faire ça, l'énergie demandée pour effacer des cartes, une île de chercheurs qui ne voulaient que la vérité, ça fait vraiment froid dans le dos, encore une fois. Mais bon, j'ai réussi quand même à être heureux malgré tous ces trucs négatifs là, parce que je me suis rappelé que le monde de One Piece, contrairement au nôtre, eh bien il pourra et sera sans doute guéri de tous ces maux à la fin, signifiant que dans le tout dernier chapitre de l'œuvre, celui qui clôturera le manga, alors O'Hara réapparaîtra sur les cartes dans un devoir de mémoire porté par les Mugiwara qui feront en sorte que le monde n'oublie plus jamais ce qui fut autrefois effacé. La carte finale de One Piece et le One Piece lui-même peut-être, sera de faire ressurgir sur le papier toutes les îles et pays ayant subi le courroux du gouvernement, et ça je trouve absolument incroyable. Mais bon, pour en revenir au sujet, Robin, elle a vraiment eu une vie de merde, c'est affolant. Franchement, je pense qu'il m'est impossible de classer le passé des protas et des antagonistes de One Piece. Ils ont tellement tous eu une vie de merde que ça me paraît trop complexe d'en trouver un pire que l'autre. Mais je dois quand même avouer que Robin, Nami, Kuma et même Sanji, ils tabassent, il faut... C'est vrai que on l'avait déjà dit ça. Niveau vraiment tristesse de leur passé, on est vraiment à un level légendaire. Et tous les Mugiwara, pour moi, c'est triste de ouf, tu vois, même Franky, tout le monde, tu vois, même maintenant que Franky, on apprend qu'il a été abandonné sûrement par Queen, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça, c'est des théories encore, mais même quand on en apprend encore plus, c'est de plus en plus triste, tu vois, et au final, c'est pas grave, parce qu'on sait que la finalité sera, on l'espère, heureuse pour tous. Du moral, pour tenir le coup. Voilà, en tout cas, commencer sur un rappel aussi difficile sur la vie de Robin ne fera que rendre la fin du chapitre plus belle, et c'est le principal. Et on continue justement cette petite analyse avec l'arrivée des Mugiwara dans le village d'Elbaf. Alors j'en profite, vu que j'ai pas fait la review du dernier chapitre, pour vous dire, c'est quoi cette dinguerie? Le 1132 a dévoilé plein de trucs que je vais mentionner plus tard, et il y avait aussi et surtout la magnifique double page de l'introduction d'Elbaf. C'est absolument exceptionnel, encore une fois, tout ça c'est modèles géants. Les Mugiwara ne sont même pas censés faire la taille d'une seule marche d'escalier, vous vous rendez compte? Et puis très bon choix de la part d'Oda d'avoir mis la réaction d'Usopp et Luffy, ils avaient tellement hâte de visiter cette île. Franchement, j'ai strictement rien à dire de plus sur ce panorama, sa beauté vaut 1000 mots. Après, il faut aussi se rendre compte que ce n'est qu'une partie d'Elbaf, comme le disait Dory dans le dernier chapitre, il y a beaucoup de villages sur le niveau où ils habitent. Et cette histoire de niveau, même si je pense que 99% d'entre vous le savent déjà, du coup, fait référence au royaume des morts, au royaume du soleil et au paradis, les 3 niveaux d'Elbaf autour de l'arbre d'Adam, ou sur l'arbre d'Adam du moins. Jusqu'à présent, on a découvert 2 de ces royaumes, celui des morts là où se trouve Loki, et celui du soleil là où se trouve le village d'Elbaf. Mais pas encore le paradis, ni ceux qui s'y cachent. Sauf si il s'agit du lieu où se trouve le mystérieux personnage Okaza, apparu à la fin du chapitre 1132. En effet, et après avoir observé cette case, on peut voir la silhouette de l'homme Okaza, qui serait donc Scooper Gaban, dans une forêt où traversent les rayons du soleil. Et la seule partie d'Elbaf qui peut vraiment être frappée directement par le soleil de cette manière, ça ne peut être que le paradis qui se trouve tout au sommet de l'arbre. Donc ils vont devoir monter ou Gaban devra descendre pour que la rencontre ait lieu. Mais bon, vous savez quoi, on va déjà terminer la review du chapitre avant de parler de toutes les révélations et théories, sinon je vais tout mélanger et je vais me faire insulter. Ok, là du coup lui il pense que c'est clairement Gaban, et c'est vrai qu'il y a énormément de chances que ce soit Gaban, de toute façon ça se joue entre Gaban et Shiki, et il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de démentir le fait que ce soit Shiki, dans le sens où ils disaient que la coupe de cheveux était pas tout à fait la même, qu'il y avait pas mal de choses qui faisaient plus penser à Gaban qu'à Shiki, et c'est vrai que c'est pertinent et c'est cohérent. Après moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours une chance que ce soit Shiki. Après, à voir, comme je vous l'ai dit. Il faudra patienter un petit peu, on verra un petit peu prochainement, tout simplement comment ça va se passer. Mais j'espère en tout cas que ce sera une surprise digne de ce nom. Et Gaban ne me décevra pas, mais j'espère juste que ce sera bien fait, parce que j'ai encore des interrogations par rapport au fait qu'il porte un kasa, qu'il porte la même tenue que Shiki. Vous voyez, en tout cas, les bandes sont exactement les mêmes, il y aura peut-être que la couleur qui changera. Et tout ça pour vous dire que voilà, c'est des interrogations qu'on se pose et qui
sont tout simplement des mystères qu'il faudra résoudre. Effectivement, Elbaf est une véritable dinguerie, autant dans l'apparence que dans sa magie. Oui, parce que désolé pour moi, un arc-en-ciel utilisé comme route et des bateaux volants sur des nuages, ça reste de la magie. Et Vegapunk pourra dire ce qu'il veut, ça ne changera absolument rien. Mais je me tais, on en parlera un peu après. Du coup, il est l'heure aux retrouvailles des Mugiwara, mais aussi de Luffy et Hirudin, pour la première fois depuis tard l'époque, si je puis dire. En effet, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était au chapitre 800, donc quasiment 10 ans. Tout juste avant que je commence les vidéos One Piece d'ailleurs. Ah, ça rajeunit pas, hein. Ça permet aussi à Luffy de découvrir ses autres subordonnés, que sont l'équipage des nouveaux géants d'Elbaf. Il parle de la chose qui fâche, comme la défaite de Big Mom, le fléau qui avait ravagé autrefois le village d'Elbaf. Ah bah tiens, du coup, elle était où sur Elbaf, la Big Mom, là, quand elle était gamine? Ces derniers chapitres semblent vouloir nous faire comprendre que toute la partie de son flashback, là, se déroulerait en réalité dans la partie du royaume du soleil d'Elbaf, et non à la base même de l'île comme je le pensais au début. Et c'est en relisant les chapitres de son flashback que je me suis rendu compte qu'Oda avait vraiment dessiné les paysages d'Elbaf vraiment que dans des plans très très serrés. On voyait rien de son environnement en fait. Il cachait déjà bien son jeu à l'époque pour pas nous spoil la vraie grandeur de ce pays, c'est bien joué de sa part. Ok, on fait comme ça. De toute façon, il n'y a normalement rien de plus à dire autour d'Elbaf pour l'instant. Les Mugiwara mettent cependant le festin préparé par les géants de côté, car ils tiennent à accompagner Robin vers son lieu de rendez-vous, là où elle retrouvera Zoro pour la première fois depuis 22 longues années. Pour faire passer le temps sur la route, la Uber Guard révèle à l'équipage que Zoro est en quelque sorte le professeur d'histoire merci des mon enfants ref, hein. caché dans ses étagères les ouvrages pour lesquels les chercheurs d'Ohara se sont sacrifiés. Alors là, comme ça, on capte pas trop, hein, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est l'un des plus grands trésors de l'humanité, un trésor inestimable qui aura permis à Vegapunk de dévoiler la vérité au monde. C'est exceptionnel et c'est aussi, à mon humble avis, un endroit dans lequel se sentira particulièrement bien Usopp. D'ailleurs, j'ai très hâte qu'il rencontre Zoro précisément pour ça. Ah ouais les potes, Usopp veut devenir un grand guerrier tout en adorant Elbaf et la philosophie des géants. Pas seulement, il est le personnage lié à la littérature, l'histoire, les contes. Usopp découvrira dans cette bibliothèque gardée par Zoro absolument tout ce qui le définit lui, ce petit garçon d'Isblue qui criait au loup. L'une de mes théories préférées que je vous avais d'ailleurs dévoilée dans une vidéo datant de l'année dernière, vous expliquait que Usopp deviendra le dieu gardien des savoirs sacrés d'Elbaf et d'Ohara. C'est vraiment ce que j'estime être une vidéo très très cool, donc je vous invite à aller la checker pour découvrir toute la théorie. Pour résumer simplement, le jour où les Mugiwara se sépareront et que chacun vivra de son côté, dans son coin, alors Usopp lui officiera sans aucun doute sur Elbaf, gardant les écrits du monde, des histoires si exceptionnelles que l'on traiterait de menteurs n'importe qui à même de les compter. Voilà, bon, on a assez traîné, c'est l'heure de chialer, mes amis. Donc, Ok, et par rapport à tout ce qu'il a fait depuis le début de la vidéo, donc déjà c'était beaucoup d'informations par rapport à ce qui s'est passé, donc voilà, je vais pas revenir dessus, on a déjà fait l'analyse sur la chaîne et tout, n'hésitez pas à aller la checker, parce que voilà, j'ai la flemme de me répéter, je vois. Par contre, il y a des choses pertinentes qui ont été abordées, comme qui est la fameuse ombre, est-ce que c'est Scooper Gaban, est-ce que c'est Shiki, donc voilà, il a donné son opinion, et je vous ai donné la mienne, même si moi je reste toujours dubitatif en fait. Je pense que c'est... Il y a des possibilités que ce soit plusieurs personnes, même des personnes auxquelles on pense pas. On sait que Oda est très très fort pour nous surprendre, donc ça, je pense que s'il le veut vraiment, il pourra nous surprendre très facilement, tout en soyant complètement pertinent avec qui ça peut être, tout simplement. Ensuite, moi j'ai vraiment l'impression que, tout simplement, il y a encore beaucoup de mystères. Oda, je sais pas s'il maîtrise à 100% tout ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, il laisse rien paraître. C'est-à-dire que là, Goji disait un petit peu de manière humoristique que voilà, Oda par rapport au flashback de Big Mom, on savait pas trop à quel niveau était le flashback de Big Mom, est-ce que c'était au niveau du monde des morts ou est-ce que c'était au niveau du royaume du soleil. Donc voilà, on avait que des plans serrés comme il le disait et du coup ça portait à interrogation. Donc là en fait, on peut se poser la question quand on est grand fan de One Piece, est-ce que c'est Oda qui prend son temps et du coup voilà, il essaye de pas trop se casser la tête, il est là, il se dit bon, je vais faire des plans serrés et je réfléchirai à plus tard tout ce qui se passe à Elbaf, est-ce que c'est sur l'île en bas, est-ce que c'est dans l'arbre, etc. Et là on voit justement que dans le flashback de Big Mom, on a quand même l'impression d'avoir des montagnes, etc. Donc, est-ce que Oda pensait déjà à l'architecture de son arc comme ça, déjà depuis le début? Moi, je pense que c'est possible, mais je pense aussi que peut-être il s'est laissé le temps de réfléchir à comment va être l'île, parce que voilà, il voulait prendre son temps. Il savait qu'il y avait un arbre, donc voilà, après, est-ce que lui, il avait décidé de chaque niveau encore? Est-ce qu'il avait déjà tout fait? Je sais pas. On verra. Peut-être que le niveau du milieu n'existait pas et que lui, en amont, avait que réfléchi au monde des morts et
au monde du paradis, et que le monde du soleil, du royaume du soleil, est venu bien plus tard. Donc voilà, c'est des choses pour vous dire que, tout simplement, Oda, il a pas toutes les idées en tête, et de temps en temps, on peut le ressentir. Cependant, c'est pas une faiblesse, je trouve que c'est une force de laisser tout simplement des tâches compliquées à plus tard, et de se concentrer sur l'instant présent, et au final, ça rend vraiment merveilleusement bien, et au niveau de la cohérence du manga, il y a absolument rien qui a été mis en doute. Donc voilà, ça pour répondre un petit peu à tout ce qui a été dit dans la vidéo. Donc maintenant, on va passer sûrement à la partie de Robin et Saoro. Donc voilà, je pense que là, j'en ai déjà trop dit. Je sais pas si on va avoir des choses pertinentes, mais je pense qu'on va avoir tous la même analyse par rapport à ça. Le moment est venu, Robin se trouve désormais à quelques mètres de Zoro, mais problème, il semble être inanimé dans le sable d'une plage artificielle d'Elbaf. Et oui, souvenez-vous, à la fin du chapitre 1131, un chercheur de la bibliothèque tenu par Zoro s'inquiétait de voir le géant inanimé sur le sol. Qu'a-t-il bien pu se passer? Allons-nous avoir la réponse aujourd'hui? Oui, et Zoro ne se préparait qu'à faire une blague à Robin. Petit coquin, va. Ceci dit, c'était exactement comme au chapitre 392, lors de leur première rencontre, la très jeune Robin s'approcha du géant inanimé sur la plage d'Ohara, qui essaiera de terrifier l'enfant d'un terrible rugissement. Que ce soit dans le manga ou même dans la vie réelle, quasiment 20 ans séparent ces deux cases, et pourtant absolument rien n'a changé. Tellement anxieux de retrouver Robin, Zoro a donc cherché à la surprendre en vain, avant qu'il puisse finalement engager une vraie conversation entre les deux rescapés de la mort. Zoro explique tout ce qu'il s'est passé, que le feu géant ayant consumé l'arbre d'Ohara a fait fondre la glace dans laquelle il était retenu, que son corps entier s'est vu être brûlé jusqu'à perdre son pied droit, tout ça pour finalement survivre et arriver sur Elbaf. Quel chemin il aura parcouru, mais Robin ne voudra pas en entendre plus et demandera à Zoro de la féliciter pour avoir survécu jusqu'ici. La féliciter, elle qui fut chassée par le monde entier à seulement 8 ans pour finalement retrouver le chemin de celui qui l'aura sauvé 22 ans plus tôt. Ce chapitre se clôt dans les larmes des Mugiwara ainsi que de Robin et Zoro après un doux moment de bonheur amplement mérité. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai bien failli les rejoindre en lâchant des larmes qui auraient rempli la gourde d'un géant. Je pensais pas que ça m'impacterait autant, mais leur retrouvaille était tout bonnement magnifique. Surtout quand on sait ce que représente Zoro dans l'histoire de Robin, on peut pas rester insensible à ces retrouvailles. C'est un niveau quasiment similaire aux retrouvailles de Brook et Laboon, je pense. C'était vraiment magnifique. Autant dans le message que dans le visuel, c'était bien amené, c'était touchant et c'était drôle aussi. C'est fou de voir que Oda n'a pas perdu sa façon d'écrire Zoro, qu'il semble toujours le même, alors que ça fait quasiment 20 piges qu'il ne l'a pas dessiné. Et puis surtout, la volonté de Robin a fini par payer, elle qui voulait mourir à son jeune âge, a un jour trouvé le courage pour continuer de vivre alors que ses plus grands ennemis l'avaient capturé. C'est cette déclaration face à Luffy et aux Mugiwara qui l'a métamorphosé et qui donne aujourd'hui un vrai sens à ses 22 années séparant les retrouvailles entre elle et Zoro. Il lui avait bien dit qu'un jour elle trouvera des amis pour la protéger, il avait raison et ce sont eux qui l'ont ramené à ses côtés. Donc là, voilà, juste pour répondre à ce qu'il a dit, c'est des choses qu'on a analysées, suranalysées, mais c'est vrai que voilà, la finalité de tout ça, c'est que elle a pensé à se suicider quand elle était jeune. Je sais pas si Oda avait cette idée déjà en amont il y a plus de 20 ans, mais au final, ce qu'elle a dit au Mugiwara, c'est je veux vivre, et du coup, il y a un joli parallèle entre les deux moments. C'est pour moi peut-être le moment de sa vie où elle a réellement basculé de l'autre côté, c'est-à-dire que là, elle était contente de vivre. Avant, elle vivait parce que elle voulait faire honneur à sa mère et à Saoro, pour honorer un petit peu leur mémoire, et aujourd'hui elle vit parce qu'elle a envie de vivre, parce qu'elle est contente d'avoir des amis et qu'elle est contente de tout simplement pouvoir revivre tout ce qu'elle est en train de vivre actuellement, pouvoir réaliser son rêve, etc., etc. Et pareil, au niveau des retrouvailles, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que Oda nous a fait une masterclass parce que vraiment c'était ultra poignant. Il a été très très fort pour faire monter les émotions crescendo, et ça, je trouve ça tout bonnement ultra bien fait. Là, pour moi, c'est vraiment une démonstration de génie de faire de scènes qui auraient pu potentiellement être bâclées entre guillemets, tu vois, parce que voilà, je pense que les lecteurs de One Piece sont plus intéressés par les mystères, etc., etc. Pourtant, Oda, lui, il délaisse pas son histoire pour les lecteurs. Il fait tout pour que justement chaque petit détail, chaque petit point doit avoir son importance. Et il nous rappelle aussi des choses que potentiellement on a tous oubliées, comme par exemple les 22 ans qu'on séparait, le fait que Saoro et Robin se soient quittés et le fait qu'ils se soient réunis aujourd'hui. Donc voilà, magnifique, je kiffe de ouf, et on va continuer cette petite vidéo. Bon, j'ai même carrément la sensation qu'une partie de l'histoire de Robin dans One Piece s'achève aujourd'hui. Elle n'a pas encore terminé son rêve par exemple, mais elle retrouve ce qu'elle avait perdu dans sa jeunesse, un espèce de membre de sa famille du coup. Donc j'avoue que là, on sent quand même bien que One Piece glisse vers sa fin.
hein. Bon, en tout cas, c'était beau et je pense que vous l'aurez compris. Donnez-moi votre note sur 10 sur ces retrouvailles, histoire de voir si vous les avez autant aimées que moi. J'ai pas pu le caler avant, je voulais pas forcément casser l'ambiance, hein, mais si on cherche un mec avec une cicatrice de feu, bah désolé, mais voilà, Soro, c'est vraiment le parfait candidat, hein. Je me souviens qu'à l'époque du chapitre 1056, plusieurs mois avant qu'on apprenne que Soro était en vie, je disais que l'homme à la marque de feu, recherché par Kid, serait un rescapé d'Ohara ayant survécu. Qu'aujourd'hui on découvre Soro vivant, marqué par les flammes de l'incendie d'Ohara, je dois avouer ne pas être peu fier d'avoir autant pré-shot cette partie de l'histoire. Pour autant, est-ce que Soro est vraiment l'homme à la cicatrice de feu, protecteur du Rod Poneglyph manquant? L'idée serait vraiment convaincante si on n'avait pas appris que c'était un pirate capable de couler des navires, chose que je vois mal être capable de faire le géant, qui semble plutôt pacifiste et en plus très casanier. Il doit protéger la bibliothèque maintenant, donner des cours. Pourquoi risquer aller sur les mers pour y trimballer un poneglyphe alors que il pourrait le garder sur Elbaf sous le coude de Loki? Là, t'inquiète, il serait en parfaite sécurité. Donc même si je doute que ce soit lui, ça n'empêche pas qu'il soit vraiment un homme à la cicatrice de feu. Pour le coup, ils ont pas menti. Bon, alors en vrai, le chapitre aurait pu se clore là-dessus, mais non, les bros, on va en profiter pour parler de celui de la semaine dernière et on va un petit peu théoriser dessus du coup. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de review que je n'ai rien à dire dessus, bien au contraire même. Ok, alors il y a 3 technologies assez exceptionnelles dans Elbaf qui méritent de l'attention. Le dernier chapitre a mis en avant la pierre du soleil et le nuage tangible façon île céleste, et le chapitre 1133 là d'aujourd'hui a introduit le Sval, le bateau brumeux, je sais pas quoi là. Ouais, le bateau brumeux. On va commencer par la pierre du soleil qui est sous le nom de Penter, un objet déjà introduit au chapitre 1131 par Ayrudin et Stansen. Dans la review de ce chapitre, je vous avais d'ailleurs fait une petite analyse sur le sujet, le comparant au granit marin puisque leur écriture était quasiment similaire en japonais. Alors je n'imaginais pas une seconde que la pierre du soleil allait pouvoir générer des arcs-en-ciel autoroute de surcroît, hein, mais ça reste dans le thème de One Piece, alors l'impossible devient possible. Concernant l'origine et l'utilisation de cet objet, 2 questions me viennent à l'esprit, comment et pourquoi? De ce que semble dire Lilith dans ce nouveau chapitre, le climat ambiant d'Elbaf est parfait en tout point. Île céleste, mer de nuages, bulle, arc-en-ciel, toutes les technologies peuvent coexister ici. Donc il se peut que Vegapunk ou d'autres scientifiques du monde, ou même ceux d'Elbaf, soient à l'origine de l'élaboration de la pierre du soleil. Je dis ça car justement son concept peut se rapprocher du granit marin qui signifie... Alors, petite pause, parce que là c'est très intéressant, et là moi c'est là où je vais pas être trop d'accord avec lui. Après je sais pas, parce qu'il a pas eu le temps de finir, donc peut-être il va aborder le sujet juste après, mais personnellement, moi ce que je crois réellement, c'est que au niveau de la technologie d'Elbaf, c'est un mot assez intéressant de l'utiliser comme ça, parce qu'en fait, pour moi, ce serait peut-être plutôt une technologie antique. Quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, mais plutôt qu'ils ont hérité de leurs prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu que à Egghead, il y avait donc Emmet, le géant de fer, qui était capable d'utiliser une technologie qu'on avait déjà vue à Weatheria, pendant l'ellipse avec Nami, etc., qui était capable de libérer des bourrasques d'air. Donc comme si c'est comme un dial dans les îles célestes, donc ça, on pouvait enfermer quelque chose dedans et le libérer plus tard. Et là, cette fois-ci, c'était sous forme de corde. Et là, Emmet avait la même technologie. Et c'était une technologie qui était présente pendant le siècle oublié, parce que voilà, il l'a depuis le siècle oublié. Donc là, pour moi, c'est la même construction au niveau de tout ce qui est Sval, etc., etc. C'est pas des technologies qu'ils ont inventées récemment, c'est plutôt des technologies qu'ils ont héritées de ce qui se faisait avant. Et du coup, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça répond à tous les questionnements qu'on a. C'est vrai que, par exemple, toutes les technologies que Vegapunk a, c'est des technologies qui sont plus propres à notre monde actuel. Et en fait, c'est des technologies qui vont être calquées sur le côté un petit peu, tout simplement, industrie, robotique, etc., etc., même IA, même clonage, tout ça, des trucs un petit peu scientifiques IRL. Cependant, tout ce qu'on a depuis le siècle oublié, c'est un petit peu féerique. C'est-à-dire que, voilà, dénouer un nœud et tu libères des bourrasques d'air ou des vagues de haki, c'est des choses qui sont totalement impossibles, tu vois, c'est pas cohérent, pourtant ça existe, et il doit y avoir une espèce de mécanisme propre au monde de One Piece qui va expliquer tout ça. Ensuite, on a un petit peu, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arc-en-ciel qui est capable d'être imprimé, j'ai envie de dire, par le painter. C'est un petit peu bizarre parce que voilà, il suffit de dessiner un arc-en-ciel et il apparaît direct dans le monde. Donc voilà, c'est un petit peu un pouvoir assez sympathique parce que voilà, quand tu l'utilises, il doit y avoir un effet, un espèce d'effet de 3D où tu dessines et du coup l'arc-en-ciel apparaît, etc. Et pareil, pour moi, ça c'est des trucs qui sont plus propres à des choses qui ne peuvent exister, qui ont été créées par tout simplement les personnes du siècle oublié, qui avaient donc une technologie bien plus évoluée que celle actuelle. Donc ensuite,
Ensuite, on a ça, on a le Sval, donc pareil, qui utilise un petit peu les propriétés des nuages. Donc je pense que les nuages qui sont tout simplement autour du bateau permettent au bateau de voler. Donc peut-être que les rames s'appuient sur les nuages, ou peut-être qu'il y a un nuage sous la coque, et c'est ça qui permet au Sval, donc au bateau, de pouvoir voler dans les airs. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais tout prend sens. On avait déjà émis une théorie où il pouvait y avoir une espèce de bataille navale, mais aérienne, avec des bateaux volants et tout. Et je pense que cet arc, en tout cas l'arc d'Elbaf, pourrait nous offrir quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Oda nous réserve. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément, et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.